THE, People Around the Technology. Bonjour à toutes et à tous, Spotlight épisode 36. Bonjour messieurs, on se retrouve, on se voit beaucoup en ce moment. Eh ouais, peut-être un peu trop même. Bon, bonjour Locan. Coucou. J'ai écrit mes intros il y a une demi-heure, parce que cette semaine a été infernale. Comment ça va Sébastien ? Ça va très bien. Bon. Ravi, une belle semaine. J'ai commencé par Locan. S'il était un appareil Apple, il serait probablement un iPad Pro rapide, puissant, polyvalent et qui prend souvent l'avion. Un outil qui favorise les contenus courts et percutants avec une interface agréable et rapide pour les marathons. C'est Locan Sardari. Et tactile, merci beaucoup. Coucou tout le monde. Tu es tactile ? Oui, bah oui. T'as pris l'avion cette semaine ou pas ? J'ai pas pris l'avion cette semaine, je le prends mardi. Tu vas à Los Balma. Angeles. On enregistre à la Beige pour ceux qui n'ont pas l'info, donc à côté de Toulouse. Non, je vais à Los Angeles pour le marathon de Los Angeles. Et on a bien un Premier ministre qui prend l'avion pour aller à Pau pour voter, rien du tout. Seb, c'est une intro sous forme d'anecdote. Je me suis dit, ça serait bien de donner des petites anecdotes sur l'univers Apple, donc je préviens, elle sera un peu longue, moins de 25 minutes. Dans les années 80, Steve Jobs et son équipe fabriquaient le classique et éternel Macintosh qui fera le succès d'Apple. Avec son souci du détail, l'ancien patron d'Apple demande à ses équipes de faire la carte mère la plus esthétique qui soit, ce à quoi on lui retorque que personne ne la verra de toute façon. Peu importe, répondit-il, nous saurons qu'elle n'est pas parfaite et nous devons créer le produit le plus parfait qui soit, rigueur qu'il tenait de son père Paul Jobs et de sa passion pour l'automobile. Eh bien, cette rigueur et cette force de travail sont aujourd'hui incarnées dans un seul homme et dans les formations qu'il dispense chez THE, monsieur Sébastien Connac. Bonjour Sébastien. C'est très bien dit, je crois qu'il n'y a rien à rajouter. Ah, je suis Dans en ma plein, bio de Isaac... Newton. Walter Isaacson, et je crois que c'est exactement ce qui sera repris. Bah, je vais pas te mentir, je suis en plein dans la lecture de cette biographie où je me délecte, je me régale. On vous invite fortement à la lire Des aussi. anecdotes, ouais, elle est géniale. J'en ai noté quelques-unes et quelque chose me dit qu'on fera des petites vidéos Apple vous historiques. croyez pas si bien dire. Ah, c'est vrai, j'avais fait ce montage. Regardez, on vous le met à l'écran. Je me rappelle pour la sortie, c'était pour le musée du Mac qu'on avait fait ici. Ouais, musée du Mac. Ah là là, comme quoi, tu vois, je te place haut dans mon estime puisque tu es quasiment au même niveau que Steve travaille. Bah, c'est réciproque. Messieurs, on est là aujourd'hui. Ça a été une très grosse semaine pour Apple. On a eu lundi Monsieur Cook qui s'est fendu d'un tweet qui disait something. On a dit pas trop d'anglicisme si possible, donc C'est ça vrai. sera Monsieur Cuisine. Monsieur Tim Cuisine. Timothée Cuisine. Et on respecte le patron, s'il on te plaît. respecte Big Boss. Qui s'est fendu d'un tweet qui disait avant qu'on commence, Sébastien, tu as un iPhone 16e. Tu voulais nous le montrer parce que oui, on en a l'épisode parlé de la lors semaine l'épisode dernière. 35, épisode 35, l'iPhone 16e. Montre-le à la caméra. Donc voilà un iPhone 16e qui est de belle facture avec notamment la finition noire. On n'a pas la finition blanche dans les mains là. Une belle facture à 719 €, c'est ça ? Une belle facture à 719 €, ce qui en fait quand même le téléphone le moins cher de la gamme actuellement. Mais il faut souligner plusieurs petits points intéressants. C'est un téléphone qui en a pour son argent. En tout cas, esthétiquement, il est vraiment joli. Il y a des belles finitions. Il n'y a plus de plastique. On est sur du verre, de l'aluminium. Il y a une belle définition de la couleur aussi. On est sur du mat, un vert matifié qui est pas mal, qu'on n'a pas sur les pros, qui est plus réflectif. Et là, c'est joli. Je pense que le blanc... On trouvait même la dernière fois qu'il était tellement bien fait que c'était pas du verre à l'arrière. On s'est demandé si c'était de l'aluminium ou autre. Le traitement est vraiment magnifique. L'objectif est assez joli. Sa façon d'être intégrée est sympa. C'est vrai que c'est un mono objectif, mais pour le coup, est plutôt réussi. Et je passe à notre laisse aux youtubeurs le soin de faire la promotion. Exactement. Comme ça, pendant que tu parles, les gens peuvent voir ce dont tu parles. Et donc, très bel appareil, disponible évidemment dans toutes nos agences THE, vous vous en doutez. Vraiment un appareil intéressant, d'autant plus que, pour le coup, il remplace très, très, très largement le modèle SE qui commençait sérieusement à dater. Donc, là, vous investissez dans un appareil qui devrait durer, je pense, un bon moment, qui est évidemment compatible avec le futur Apple Intelligence. Il n'y a plus qu'un mois à tenir pour la plupart d'entre vous. Et voilà, rien à dire. Un bel appareil, l'arme noble d'une époque civilisée, comme on disait dans Star Wars à l'époque. D'accord, les références de ta jeunesse. Tu nous disais hors antenne que tu avais des clients justement qui t'avaient demandé si ils pouvaient changer et ils étaient sur l'iPhone 6 et 6S. Parce que l'autre fois, on s'est tous un peu pris la tête les uns les autres en disant ouais, mais finalement, ça s'adresse à qui ? Ce téléphone, c'est un faux iPhone 14, mais c'est pas vraiment un SE. Il lui manque ci, il lui manque ça. En réalité, je pense qu'il lui manque pas grand-chose. Et pour le coup, Apple, il faut le reconnaître, est assez doué pour cibler ses produits. Alors, il n'a pas MagSafe, ok, mais il a la recharge Qi. MagSafe, ça pourra toujours se rajouter avec une coque, on peut faire ça. Et la plupart des gens qui sont intéressés par ce produit, il faut bien voir qu'en réalité, ils viennent d'iPhone déjà très âgés. Soit des SE, soit des 6, des 6S, des 7, des iPhone 8 qui datent de 2017, rappelons-le, et le 8 est sorti en même temps que le 10. Et donc, je pense que les gens seront emballés s'ils passent d'un iPhone assez ancien à ça, même si vous avez un 11 ou un 12. Franchement, ça reste un iPhone tout à fait recommandable. Il est aux normes du jour. Et là,
pour le coup, on voit qu'on n'est pas pris pour un dindon, alors que les anciens iPhone SE, qui certes commençaient à dater, ils étaient sortis il y a quelques années, on avait des appareils qui étaient très très datés. C'est plus du tout le cas. Là, aujourd'hui, vous sortirez un iPhone 16e, les gens, franchement, ne verront pas la différence pour savoir si vous avez un 16 tout court ou un 16e. Il a un grand écran et une super autonomie. Et on en a fini avec ce Sur 16e. celui-là, réellement, s'il y avait un téléphone à racheter aujourd'hui, avec du MagSafe, c'est l'iPhone que je prendrais. Réellement, je ne prendrais pas un 16 Pro ou un 16 Pro Max. Moi, j'ai un 16 Pro, toi, Seb, tu as un 16 Pro Max, c'est 16 ça Pro Max, ouais. J'ai un 15 Pro Max, moi. Ok, donc format max est petit pour moi. Mais en vrai, celui-là, le gros avantage, c'est qu'on a l'autonomie d'un plus/max dans un petit format. Le côté une seule optique, c'est cool, je le disais la dernière fois. En fait, quand on a enregistré la dernière fois, on n'avait pas vu encore cet iPhone. Vraiment, je suis fan du châssis, de l'arrière, etc. Parce que ça m'énerve d'avoir une coque sur mon iPhone. Celui-là est magnifique. Juste un MagSafe. Et je pourrais me passer du bouton caméra et revenir là-dessus. Parce que l'autonomie et du MagSafe sur un téléphone comme ça serait le feu. Vraiment. Bon, messieurs, voilà qui boucle la boucle de l'iPhone 16e qu'on a évoqué la semaine dernière dans l'épisode 35, vers lequel on vous renvoie évidemment. Je vous ai posé la question la dernière fois si vous avez eu des petits retours sur notre podcast. Moi, je découvre les commentaires sur la vidéo du dernier épisode. On a Berpod qui nous dit « EP intéressant comme d'habitude. Pensez-vous mettre la vidéo aussi dans un format podcast ou est-ce réservé à YouTube ?» Donc j'avoue que je ne comprends pas la question. Et alors Berpod vient de chez moi. Coucou. Ah, bonjour Berpod. Eh bien en fait, je ne sais pas si dans la description on a le lien vers le podcast. Je suppose que oui, Bien mais sûr, en fait évidemment. cette vidéo, avant d'être une vidéo, est un podcast audio. Oui. Donc si on a zappé de mettre dans la description le lien vers le podcast Spotify ou Apple Podcast. J'aurais dû dire Apple Podcast d'abord, s'il vous plaît. C'est un oubli, mais cette vidéo, cette série est d'abord et avant tout un podcast audio, donc tu peux le retrouver sur ta plateforme préférée. Alors, je suis triste que... troisième épisode, je crois. C'est le troisième épisode filmé et c'est le 36e en tout, mais non, dans la description, regarde, je te le montre, il y a même les liens vers Locan, il y a le lien vers nous. Très, donc très non, bien. je sais pas, là, pour lui répondre, le format audio n'a pas de vidéo, donc la vidéo, c'est que sur YouTube, on l'implante pas en native sur d'autres réseaux. D'ailleurs qu'Apple fasse une sorte de le podcast vidéo. Mais ouais. Ça existait avant. Ça existait, ouais. C'est comme ça que j'ai commencé. Moi, YouTube n'existait pas à l'époque. On faisait du podcast vidéo pour sur faire la iPods. couverture de secondes. Ouais, sur les Mais iPods. l'idée sous-jacente, c'est de dire que Apple fait du podcast vidéo rémunéré. Ouais. Et Parce à côté, tu avais donc des flux HD, des flux SD, etc. C'était génial. Parenthèse, pardon, je te coupe la parole avant que tu la reprennes. Le taf fait sur ce montage est juste incroyable. Donc bravo Brice, parce que faire un podcast audio, ça semble simple. Faire un podcast vidéo, moi, ce qui me bluffe réellement, c'est que tu sors la vidéo dans le même temps que tu sors l'audio. Donc on enregistre nous les matins. Pour rien vous cacher, là, c'est vendredi 11h. Et en milieu d'après-midi, fin d'après-midi, sur les coups de 17h, on a l'audio et la vidéo qui sont sortis pour relecture, entre guillemets. Ça va trop vite et c'est la vidéo que vous voyez qui est réellement bien faite. Donc, clap à Brice parce que réellement, c'est du très gros taf. Tout à fait. Et c'est lui qui fait tout, en fait. On l'aide absolument. On rappelle que tout tourne avec des caméras qui sont en fait des iPhones. On a 100% made on iPhone. Sur du Apple. Made shot on iPhone et évidemment avec la dernière version de Final Cut. C'est un régal d'utiliser ce logiciel. Et j'en termine avec les écoutes qu'on fait où je vous disais, j'ai mis en ligne, en fait, tout s'est fait dans la précipitation cette semaine parce qu'il y a eu beaucoup d'annonces, on avait beaucoup d'actu chez Chichi également. Je l'ai mis en ligne dimanche, l'audio, et on a eu 200 écoutes en une demi-journée sans qu'on fasse la moindre promotion. Donc ça prouve qu'il y a des gens qui s'abonnent. Donc on vous remercie si vous nous écoutez. Faites passer le mot, abonnez-vous et parlez de nous. Si vous êtes abonné, partagez ce podcast à quelqu'un à qui il pourrait plaire. Oui, c'est vrai. Grâce à l'application Apple Invitation. Mais j'ai les stats sous les yeux. C'est vrai qu'au début, quand... Mais il faut les garder un peu secrètes. Il faut faire un fake mais je vais pas les dire. J'allais juste dire puisqu'on a dit que je parlais un petit peu trop anglais. On ne le dira quand on aura passé le cap des 2 millions. Il reste plus beaucoup. Non, pour l'instant, plus qu'1 900 053 et ça ira. Et ça devrait aller. Donc voilà, messieurs, ça fait 10 minutes qu'on a ouvert ce podcast. On n'a absolument pas parlé. 20, je le rappelle. Les gens ne sont plus là. On s'est dit on va faire 20 minutes, mais non. Je vous disais en intro, avant de parler du 16e, que monsieur Tim Cook s'était fendu d'un tweet en début de semaine pour teaser Something is in the air, comme l'aurait si bien dit Phil Collins. Et on s'est dit, il va y avoir peut-être un produit, peut-être 2, peut-être 3, et on en a eu 4. Alors tout d'abord, Locan, je vais faire comme toi, clap des mains pour le visionnaire Sébastien Connac. Si vous vous rappelez, l'épisode d'avant, il nous avait dit qu'on aurait une puce M5. Il n'avait pas dit rapidement, mais tu as été précurseur. Tu as pris un petit peu d'avance. Ah oui, mais j'ai pas dit qu'il y aura une puce M5 la semaine prochaine. Pas la semaine prochaine, mais tu avais dit que voilà. J'ai dit qu'il y aurait des M5 cette année dans des MacBooks
Pro. Ah, tu maintiens quand même pour les MacBook Pro cette année. Je suis d'accord avec lui. Très bien. Le pari est pris. Je sais qu'il y a un repas qui a été parié. Septembre, on aura des Chez MacBook Flunch, je Pro. crois. Donc j'espère, je croise les doigts de gagner parce que Et on sinon fera- je vais devoir faire un CTLM. Chez Flunch, légumes à volonté, puis on fera l'épisode en direct de là-bas. Ça marche. Donc, messieurs, nous avons eu 4 nouveaux produits. Alors, je dis nouveaux produits, ce sont au final les mêmes choses dans le hardware, c'est le software qui va évoluer. Donc, on va les faire un par un. On a eu les deux iPads, l'iPad Air et l'iPad. Alors, avant, j'aurais dit iPad 10e génération, c'est plus le cas. Il faut dire iPad. L'iPad tout 2025. court, l'iPad tout court et l'iPad iPad Air. 2025. Exactement. Et donc, ça, c'était mardi. Et mercredi, double annonce suivante le MacBook Air qui passe en M4 et le Mac Studio qui passe en M4. Alors, c'est là que ça va être particulier. C'est du M4 Max et du M3 Ultra. On en parlera un petit peu plus tard. Je vais donner la parole à Locan, histoire qu'il puisse un petit peu parler entre deux discours de Sébastien. Sur les iPads, toi, qu'est-ce que ça t'a inspiré ces annonces? Est-ce que déjà, tu peux nous les résumer en quelques mots? Donc là, c'est le moment où il va falloir que je fasse semblant d'être intéressé par ces iPads qui sont sortis en début de semaine parce on en que est là, je ça y est. suis absolument pas client de ces iPads pour une raison très simple, c'est que je déteste Touch ID sur les iPads. Le Touch ID sur iPhone fonctionnait très bien avec le bouton Home. Le Touch ID sur le bouton rectangulaire d'un iPad, c'est un enfer. Et aujourd'hui, alors vous le voyez pas, mais peut-être pas, j'ai un iPad Pro avec moi. D'habitude, j'ai le MacBook Pro. Et j'ai un iPad Pro pour une seule et unique raison, Face ID. Il n'y a rien qui justifie que j'ai un iPad Pro. Elle ne me sert qu'à aller sur Safari, note, faire mon Duolingo le matin, lire un livre. Réellement rien, mais il y a Face ID. Et juste pour ça, je paye un premium pour éviter Touch ID. Revenons à ta question. L'iPad 11 pouces, l'iPad 2025, arrive avec une mise à jour avec une puce A16. Et c'est la deuxième incompréhension. C'est-à-dire que Apple a remis à jour toute sa gamme, 100% de sa gamme, pour inclure Apple Intelligence en capacité dans ses puces. Et l'iPad 2025 est le seul produit de toute la gamme Apple qui ne sera pas compatible avec Apple Intelligence. Et si tu te rappelles bien, le dernier podcast, je vous ai dit, à mon grand regret, moi j'ai l'iPad donc 10e génération, le même, mais avant, et j'ai dit, c'est dommage, je n'aurai pas Apple Intelligence. Donc on aurait pu espérer, c'est vrai, une mise à jour avec une puce M. Rappelons d'ailleurs, c'est une spécificité, on en parlera avec le MacBook, l'iPad Air, pardon. L'iPad Air, quand il est sorti cette semaine, a été communiqué pour dire il est compatible Apple Intelligence, en tout cas optimisé. Ouais. Et il y a des clients qui m'ont écrit, qui m'ont dit j'ai un iPad Air M2, donc du coup c'est mort. Non, il faut bien rappeler que c'est les puces, à partir des puces M1, c'est compatible. Du moment qu'on a une puce M, on est compatible avec Apple Intelligence. Il n'y a pas de sujet. Si c'est une puce Apple, dans votre ordinateur ou votre iPad, on est compatible. Pour les iPhones, c'est un petit peu plus compliqué. Ça Et surtout, je contredirai pas, je ne me permettrai pas et j'ai aucune raison de le faire, mais je contrebalancerai le propos de Locan et aussi le tien, Brice, à propos de ce fameux iPad 2025 pas compatible Apple Intelligence. Il y a une raison, c'est que cet iPad, en réalité, il vise essentiellement le marché de l'éduc. Et quand vous renouvelez des flottes éducation, je sais puisque ma propre fille est dans une école qui est intégralement dotée maintenant depuis 4 ans d'une flotte d'iPad pour tous les élèves. Et quand vous renouvelez la flotte, aujourd'hui, Apple Intelligence pour l'éducation, c'est-à-dire à partir de la 6e et au-delà, n'est sûrement pas une priorité. Le but étant de pouvoir vendre un maximum d'appareils à l'éduc, avec des tarifs évidemment qui sont remisés. Ce n'est pas les mêmes tarifs que quand vous achetez un seul iPad. Et donc, c'est important pour eux d'avoir vraiment un appareil à prix d'appel. Et on est, je crois, si vous me reprenez, 409 euros. Voilà, qui ne 409 sera euros, 389 pour l'éducation, puisqu'il y a des tarifs éducation chez Apple. 389 avec le tarif éducation. Et Tianchi est très, très bien placé, on le sait, en France, sur l'éduc. On a beaucoup d'écoles, d'universités hautes qui travaillent avec nous. Big up à l'équipe éducation. Exactement, qui fait un gros boulot, ça c'est vrai. Et la concurrence est rude en plus sur ce domaine-là. Ça se sait peu, ce sont des domaines un peu plus pointus, mais je pense que cet iPad va très bien résonner aux oreilles des décideurs dans les universités, parce que quand vous achetez évidemment 100, 200, 300, 500 ou 1000 appareils, 10 euros d'écart ou 20 euros d'écart, ça fait une sacrée différence. Donc, à mon avis, il trouvera son public. Alors en fait, la vraie info, elle est là, c'est que cet iPad a une nouvelle puce, certes, qui n'est pas compatible Apple Intelligence, mais il reste au même prix et il double son stockage. Donc c'est pas rien. On peut quand même dire que c'est assez, je vais pas dire rare, mais dernièrement, c'était pas la tendance chez Apple. C'est totalement ça. C'est par contre perturbant d'avoir une mise à jour de toute la gamme. L'iPhone 16e, moi je maintiens qu'il a été mis à jour pour avoir un iPhone d'entrée de gamme, entre guillemets, avec Apple Intelligence dessus. Donc c'est d'autant plus bizarre d'avoir un seul produit maintenant qui n'est pas compatible Apple Intelligence et qui reste un iPad. J'entends totalement
l'argument du coût à l'échelle d'une école, etc., c'est évidemment un très bon argument, c'est évidemment le bon public aussi. Mais quand on regarde la gamme, comme un petit peu pour la mise à jour du Mac Studio et les puces qu'il a, dont on va parler un petit peu plus tard, ça reste un petit peu compliqué à comprendre, quoi. La gamme Apple, elle est simple par rapport à d'autres fabricants, et elle est compliquée aussi en même temps, tu vois, comme des clients qui vont dire ah, mais j'ai un iPad avec du M2, c'est pas compatible avec Apple Intelligence. C'est pas si évident que ça sur pas mal de trucs en fait. Comment s'y retrouver parmi tous ces iPads, toutes ces puces? Locan, tu nous disais très, très intéressant sur retour d'expérience pourquoi tu prends un iPad Pro. L'iPad Air, du coup, qui a le M3, quelle est la. Comment on s'y retrouve, Seb? Qu'est-ce qu'on prend? Moi, je veux un iPad pas d'entrée de gamme parce que je veux quand même travailler un petit peu. L'iPad Air, il se situe où aujourd'hui dans la hiérarchie Apple? Pour moi, l'iPad Air, c'est un iPad Pro Lite. Voilà, si ça devait exister, ça serait l'iPad Pro Air. On parle peut-être pour le futur d'un iPhone Air. Et ben là, on a un iPad Air qui est déjà un appareil qui a de l'âge, non pas par sa technologie, mais qui est un appareil qui existe depuis maintenant un certain temps dans la gamme. Et je trouve qu'il est très pertinent. C'est-à-dire que cet appareil, il propose quasiment toutes les fonctionnalités d'un iPad Pro, mais sans les éléments qui coûtent cher, c'est-à-dire l'écran, c'est pas tout à fait le même type d'écran, la technologie à l'intérieur n'est pas tout à fait la même. Le lidar. Le lidar, par exemple, et autres. Mais pour qui a besoin d'un très bon iPad pour les études, pour le boulot, d'un iPad léger qui est quand même proposé en 2 tailles. Ça aussi, ça fait la différence. Ça veut dire qu'on peut avoir besoin d'un grand iPad parce que c'est pratique et plus commode pour travailler, mais pas forcément d'un grand iPad en y mettant 1500 ou 2000 euros. Donc, la gamme, elle est très pertinente. Évidemment, nous, on va se considérer comme des gens un petit peu à part dans cette galaxie-là parce qu'on a des besoins, parce qu'on est des geeks, parce qu'on est des passionnés, parce que voilà. Donc, on a une vision qui est un peu déformée par le prisme. On voudrait toujours un truc plus innovant, plus nouveau, plus novateur, qui soit ce qu'on appelle ou groundbreaking pour utiliser des anglicismes. Et je sais. Ah, on avait dit qu'on faisait plus d'anglicisme. Non, mais quelque chose enfin. qui casse un peu le rythme habituel, qui renouvelle le design et autres. Or, cet appareil, il fonctionne très bien. J'ai eu l'occasion de l'essayer pour aider notamment des clients dans leur choix. C'est un très bon appareil. Donc, pour moi, la gamme aujourd'hui, si on met de côté ce fameux iPad 2025 qui se destine vraiment à l'entrée de gamme ou aux études, il y a l'iPad Air pour monsieur, madame, tout le monde et l'iPad Pro pour celui qui voudrait quasiment remplacer un Mac par un iPad et qui a des gros besoins en termes de capacité, en termes de traitement et autres. Tous ces appareils étant, vous l'avez tous les deux suffisamment répété, compatibles largement avec Apple Intelligence, qui débute sa vie. Et même pour le petit iPad pas cher, il faut se rappeler que des IA, il y en a plein. Hein. Il n'y a pas que Apple Intelligence. Totalement. Et que ChatGPT tourne très bien, même sur un iPad il y a 4 ans. Donc, je ne suis pas spécialement d'accord avec toi. Je vais sortir de mon rôle un petit peu d'animateur. Quand tu dis l'iPad Air pour monsieur et madame tout le monde, on a un modèle 11 pouces à 719 €, un modèle 13 pouces à 969 €. C'est monsieur et madame tout le monde, ça reste aussi, tu parlais de l'éduc, mais l'iPad d'entrée de gamme, si on peut l'appeler comme ça, l'iPad 2025, pour moi, c'est lui qui est pour monsieur et madame tout le monde. Tu n'auras pas un 13 pouces, c'est certain, mais ça reste un coût. Je reste sur ce que disait Seb tout à l'heure. L'intro était parfaitement bien résumée. L'iPad Air, c'est un iPad Pro pour ceux qui ne veulent pas toutes les fioritures qui coûtent cher. Et c'est exactement ça. Je suis totalement d'accord avec toi sur le fait que l'iPad pour monsieur et madame tout le monde, c'est l'iPad 2025. Donc c'est d'autant plus frustrant, même si elle est destinée à l'éducation, l'immense majorité des gens ne voient pas forcément l'intérêt d'une tablette. Pour eux, c'est juste un écran qui va sur Internet, plus ou moins. Et d'avoir mis, si on avait eu Apple Intelligence dessus, ça restait quand même très pertinent. Certes, le plus gros du volume, c'est l'éducation, mais la cohérence est super importante parce que toute la communication et le marketing se fait derrière à part du bouche à oreille. Et l'iPad Air, du coup, est aussi prévu pour ceux qui veulent remplacer un Mac par un iPad Air, parce que on a une puce M dedans, c'est aussi puissant qu'un Mac, littéralement. On est juste limité potentiellement ou par iPadOS, ou au contraire, ça apporte des fonctionnalités qu'on recherche, mais beaucoup de personnes achètent des iPad Air et des puces M, justement, pour remplacer un Mac avec l'usage que j'ai là, mais certes c'est un iPad Pro, avec un clavier accroché dessus, un Magic Keyboard, on a un trackpad, etc. Les fois où on veut juste faire du tactile, on fait du tactile en décrochant l'iPad de ce truc-là. Et sinon, le reste du temps, on a un clavier, un pavé numérique, là, je me perds le nom, la partie tactile qui fait la souris, un trackpad, merci. Merci pour votre aide les gars. Un trackpad qui permet de faire bouger la souris. Et youpla boum. Mais effectivement, le tarif pique un petit peu parce que c'est une puce M à l'intérieur. Tu vois, je vais reprendre, pas pour parler de moi, mais pour mon expérience personnelle, effectivement. Moi, j'utilise l'iPad comme divertissement. C'est-à-dire, c'est pour regarder YouTube, des séries le soir dans le lit, etc. Et souvent, j'ai acheté des iPad Pro. Pourquoi ?
parce qu'il pète la classe, parce que tu te dis j'ai toutes les fonctionnalités qui sont bien, qui vont bien, etc. Il y a J'ai un super 120 écran si on regarde il y a un les écran films, qui est magnifique. et le bon son. Alors non, les films, je peux pas te... Oui, mais bon, les films, ça se regarde pas sur un téléphone ou un iPad. Les séries, éventuellement. Série, Certains films c'est se pas- voient au cinéma, monsieur. Sachez-le Ah, à mais bon ouais, entendeur. c'est vrai, Mais dans tous les cas, je l'achetais et puis je le Mais tu ne serais revendais. pas community manager des cinémas Pathé Labège Cela par ne hasard. nous regarde Donc, pas. Alors, voilà. Mais non, mais ça c'est vrai. Bref. Mais dans tous les cas, je revendais l'iPad Pro en me disant tu n'as pas besoin de toute cette puissance. Et au final, l'iPad que j'ai aujourd'hui, le 10, me suffit amplement. Alors comme disait Locan, c'est une question aussi d'utilisation de point de vue. Et Dieu sait que la direction de Tianchi m'en a repris des iPads. Mais au final, tout dépend de l'utilisation. Ben, tu viens d'apporter toi-même la réponse à la question que tu as posée il y a 3 minutes. Et je n'ai plus besoin de vous pour ce podcast. Je vais Exactement. l'animer Tu tout vas faire seul. question-réponse. Merci. Non, mais c'est génial. Tu m'amènes ma remarque sur un plateau. C'est à quoi sert l'iPad 2025 par rapport à un iPad Air et à qui ça s'adresse. Si vous utilisez un iPad, ce que j'appelle l'iPad de la table basse, c'est-à-dire c'est l'iPad de la famille qui sert à regarder la météo, le programme de demain, regarder des vidéos sur YouTube, suivre une recette, écouter de la musique, piloter un peu, pourquoi pas, sa domotique HomeKit ou autre. C'est-à-dire, c'est l'iPad, le fameux iPad for the rest of us, comme disait Steve Jobs, l'iPad pour tous les autres. Arrête avec tes Mais anglicismes. je traduis. C'est lui avant le podcast, il nous dit faites plus d'anglicisme. Local Non, mais se tient je l'ai très traduit. sage. Je l'ai traduit comme ça aussi. J'ai une évangélisation de ces termes-là. L'idée, c'est de dire cet iPad à 400 €, il est très bien pour traîner partout dans la maison et il sert à tout le monde et il fera la blague. Celui qui fait de l'Apple Intelligence, il a déjà une utilisation semi-pro. Il peut toujours passer sur un modèle au-dessus ou utiliser une autre IA. Donc pour moi, il n'y a pas d'incohérence. Sinon, mettez Apple Intelligence sur un iPad 2025. Quel va être le facteur différenciant avec un iPad Air? Finalement, c'est là où on va dire, oulala, ça fait beaucoup d'appareils qui sont très très collés les uns aux autres. Là, vous avez un appareil d'entrée de gamme peu cher et qui rendra service à 90% de la population. Oh, peu cher. Peu cher. Et un iPad Air, déjà, qui propose des prestations un peu plus élevées pour les étudiants, pour les travailleurs indépendants, pour ceux qui veulent un appareil capable de leur proposer un écran plus vaste. Et enfin, vous avez l'iPad Pro pour ceux et celles qui ont besoin d'un outil sur lequel on peut compter pour la vidéo, la musique, le travail au quotidien, la programmation et ainsi de suite. Bon, Locan, je vais me tourner vers toi. On va clore ce chapitre iPad, à moins que tu aies quelque chose à ajouter. Non, Tu es très ravi. Il est rien du ravi tout. qu'on. Rien du tout. Oui, et puis on avait dit qu'on ferait un épisode de 20 minutes. On en est à 23. Mais en fait, il y a un sujet aussi qui revient dans chacun podcast où on évoque des puces M et on va s'en servir peut-être comme transition pour arriver sur les MacBook Pro et les MacBook Air et les Mac Studio. C'est que la puce M, même la M1, est suffisamment puissante pour faire tout ce que vous voulez. À partir du moment où il y a une puce M dans un Mac, arrêtez de vous prendre la tête à savoir est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien. Le vrai critère, c'est l'argent en fait. Financièrement, est-ce que vous pouvez vous payer plus et est-ce que c'est un sujet pour vous d'avoir un truc qui brille, comme c'est le cas pour toi et moi, Brice par exemple. Seb est un peu plus sur la retenue là-dessus. Ah, il a un enfant à nourrir. Mais, mais dans ce sujet-là, si tu peux te payer un truc plus joli, mais même si tu te sers pas de la puissance, let's go en fait. Moi, l'iPad Pro, je l'ai prise parce que j'ai Face ID dessus et un écran mat. Et je suis beaucoup trop content et c'est absolument génial. Mais pour tous les autres, pour l'immense majorité des besoins, même pour faire des vidéos, etc., une puce M suffit très largement. D'ailleurs, tu parles de faire des vidéos, tu parles de filmer ou de les monter avec Final Cut. Moi, je serais extrêmement content de rencontrer quelqu'un qui arrive à faire du contenu sur Final Cut iPad. Seb, on fera des petites vidéos là-dessus d'ailleurs sur le multicam. Il y en a pas mal. Steve Lollet fait ça par exemple. Christopher Lollet, pardon, fait ça. Le but de sa chaîne par exemple, c'est de faire du contenu que sur iPad. Alors souvent, ça part un peu dans le délire du regardez, j'ai fait tout ça sur iPad. Oui, enfin, t'aurais sorti un Mac, t'aurais mis moitié moins de temps et c'était vachement plus simple. Mais effectivement, ça fonctionne. On est plus dans la preuve de concept. Vous avez vu, je fais des efforts sur les anglicismes. On est plus dans la preuve de concept ici que réellement, est-ce que ça fait gagner du temps. La partie tactile va être super intéressante, tu vois, sur des rappels ou des trucs comme ça, quand tu dois faire glisser sur l'iPad. Oui, c'est mieux qu'une souris, c'est vachement plus intuitif. Mais pour l'immense majorité du temps, l'outil de travail reste le Mac, je pense. Bon, le Mac. D'ailleurs que même si ça fait bizarre, on peut mettre une souris sur un iPad. Oui. Bah, regarde mon trackpad. Tu mets un trackpad, tu mets ce que tu veux. Oui, de mais toute façon, une souris, c'est un peu à l'encontre de l'idée de départ de l'iPad. Mais ça marche. Sur mon iPad de salon, j'ai une souris Logitech MX Mini, je sais pas quoi, connectée en Bluetooth et elle est sur le côté, effectivement. Ouais. Bon, on va passer au MacBook Air avant d'entamer la grosse partie Mac Studio. Le MacBook Air, du coup, qui est en M4. Alors, Locan, ce que tu viens de dire est extrêmement pertinent et intéressant. Quand tu dis si vous avez une puce M, ça fait le taf. Bon, sur le MacBook Air, là aussi, on est sur une actualisation
pour Apple Intelligence qui sera disponible, rappelons-le, début avril. Absolument. Les puces M, en fait, la grosse différence d'une puce M à une autre, ça va être la vitesse en monocœur. Vous inquiétez pas, on va tout expliquer. La vitesse en monocœur qui grandit à une vitesse fulgurante de génération en génération et potentiellement qui grandit plus doucement le nombre de cœurs. Donc la vitesse par monocœur, c'est super intéressant. Un processeur est composé de cœurs. C'est donc une structure logique à l'inverse d'une structure physique. Le cœur est ce qui va permettre à l'ordinateur de réfléchir. Vous voyez ça comme le cerveau. Donc, de la même manière qu'ici, on a un groupe de 3 personnes, on peut envisager ou inventer un processeur avec 3 cœurs. Ça n'existe pas pour des raisons physiques, mais on pourrait revenir dessus. Un processeur avec un cœur. Le cœur de processeur, c'est la personne, c'est vous, qui va aller réfléchir tout seul pour avancer sur un sujet. Et c'est la capacité à gérer vos actions du quotidien. Plus vous mettez de cœur, plus vous pouvez faire des réunions et traiter de sujets en parallèle, pour faire très simple. Cette parallélisation, elle est intéressante quand on a des applications qui sont lourdes. Tu parlais de Final Cut pour le montage vidéo tout à l'heure. Final Cut et les applications professionnelles, comme Lightroom pour la photo, etc., ou Photoshop, vont avoir une gestion de cette parallélisation qu'on appelle du multithreading pour gérer différentes actions sur différents cœurs. Donc plus on a un processeur avec beaucoup de cœurs, plus on a de cœurs dans un processeur, plus on va pouvoir gérer d'actions complexes puisque chaque cœur de processeur fera une action tout seul dans son coin, de la même manière qu'un chef de projet va donner à une équipe dans une entreprise différents sujets, chacun fait son taf, ensuite on met en commun et youpla boum. La vitesse du monocœur est super intéressante parce que l'immense majorité du temps, c'est un cœur qui va être chargé de démarrer votre application, de l'affichage de certaines fenêtres, même si c'est plus la partie GPU sur ce truc-là. Et donc cette vitesse de cœur, plus un cœur est rapide. La plupart des applications ne sachant pas gérer le multicœur comme les applications professionnelles qu'on vient d'évoquer, ça veut dire que vous aurez des applications rapides, même si elles sont, entre guillemets, mal développé ou pas autant optimisé pour du multicœur. C'était un petit peu long, mais j'espère que c'était clair. C'était surtout instructif, il fallait en passer par là. Quels sont les MacBooks maintenant qui restent au catalogue ? Parce que c'est pareil, on avait les MacBook Air M1 qui sont arrivés il n'y a pas si longtemps. On s'y retrouve comment aujourd'hui ? On se dit, bon allez, c'est bon, je prends le M4, comme ça c'est terminé. Là, c'est très simple. Apple a fait un énorme ménage. Autant il faisait survivre des gammes et des gammes passées, autant là, grand nettoyage de printemps, il reste un MacBook Air M4, point barre. Le reste, vous le trouvez éventuellement sur des stocks chez TNT, chez Apple ou autre. On aura du déstockage pour quelques temps, Voilà. mais effectivement, le temps d'écouler les stocks écoulés. Mais il n'y a plus... où il y a des bonnes affaires à faire. Oui, c'est vrai. Et c'est vrai. Mais on aurait pu penser qu'effectivement, Apple allait légèrement downgrader, redescendre en termes de gamme le M3. On aurait pu avoir une entrée de gamme en M3. Ce qu'il faut souligner, c'est qu'un nouveau MacBook sort avec un processeur encore plus performant qu'avant et que le prix chute de 100 €. Ce qui est plutôt rare et plutôt encourageant dans l'ambiance politico-économique actuelle où avec les promesses pour l'instant, heureusement non tenus par les uns et les autres, de surfacturation de frais de douane astronomiques, on pourrait commencer à s'inquiéter et se dire combien vont coûter les iPhones à la rentrée de septembre si on prenait ou on mettait des droits de douane de 25%. Pour le moment, ces droits de douane, on en entend beaucoup parler, comme beaucoup d'autres choses par certains, mais rien n'arrive. Et tant mieux, touchons du bois. Il n'arrive pas à s'en empêcher de parler politique à chaque podcast. Non, mais tout est politique. Et là, pour le coup, le porte-monnaie des gens, c'est du concret. Et là, 100 € d'économiser sur une machine qui propose 16 Go, 256 Go de disque, mais bon, on va dire que ça permet aussi de faire marcher iCloud. Et qui plus est un processeur M4, c'est-à-dire le dernier processeur disponible dans la gamme Silicon d'Apple sorti, ça fait une machine qui est très intéressante. Et on voit bien qu'Apple ne s'y trompe pas parce que c'est quand même un peu sa machine fétiche. C'est celle qui touche tout le monde. Voilà. Quand tu dis, il ne peut pas s'empêcher de parler politique, mais à un moment donné, on n'est pas là pour dire on préfère lui. On est là pour parler géopolitique. Ça, c'est un peu notre rôle aussi. Et touchons du bois pour l'instant, mais c'est vrai que dans tous les cas, il y a des décisions politiques qui vont arriver avec des conséquences sur notre vie de tous les jours, que ce soit des produits high-tech comme les iPhones ou des produits beaucoup plus de tous les jours. On aura malheureusement, je pense, loisir d'en reparler dans tous les cas. Avec des produits américains fabriqués en Chine qui transitent dans le monde entier, on ne peut pas malheureusement se passer de politique et de géopolitique. On est tous touchés. Et sachant que nous, malheureusement en Europe, on est un peu les parents pauvres du fait que
on n'a plus d'industrie. Voilà, c'est fini le Thomson MO5, c'est fini le Goupil, c'est fini le Alice de Matra. Je le regrette, j'ai connu cette époque bénie où il y avait 50 000 marques en Europe, mais là c'est terminé. Maintenant il y a 2 protagonistes en termes d'OS. Sur les ordinateurs, c'est Windows et macOS, et évidemment Linux pour tout ce qui est serveur et autres. Et sur les téléphones, c'est encore plus restreint. C'est d'un côté iOS et de l'autre Android. C'est très bien, il faut qu'il y ait un équilibre des puissances. Là aussi, on est dans la politique. Et voilà. Mais malheureusement, comme tu le disais, Brice, ça touche tout le monde parce que ça touche notre porte-monnaie. Et il n'est pas extensible, surtout en ce moment. Mais d'ailleurs, hier, je vous l'ai déjà dit 33 fois, en lisant la bio de Steve Jobs que je rattrape, m'est venue une réflexion de Locan la dernière fois. Tu te rappelles, à l'épisode, je crois que c'était de Best of 2024, tu avais dit on banalise trop l'avion. Totalement. Et en fait, en lisant la partie, la fabrication du Macintosh, la façon, je vous ai donné une anecdote en début de podcast, mais en fait, toute la fabrication, et on va dire l'œuvre de Steve Jobs, en tout cas celle qui a réussi, est jonchée de ce sens du détail, des choses qui nous paraissent, mais d'une banalité extrême aujourd'hui. Et en fait, on banalise parfois, je trouve, les appareils qu'on a dans les mains, où on se dit effectivement, un iPad, ça fait 5 mm, c'est tout joli, mais le niveau de technologie qu'il faut en arriver là, ça fait un peu béni oui ce que je dis, mais voilà, c'est des choses que je me dis parfois. Faites un truc drôle, regardez, sur cette table, on a un MacBook Air, c'est ça, Brice? Tout à fait. On a un iPhone 16e, on a un iPhone 16 Pro Max, on a un iPhone 16 Pro, on a un iPad Pro. Regardez, rien n'est droit sur ces téléphones. À chaque fois qu'il y a un angle, il y a un vecteur d'angle. Comparez les vecteurs d'angle entre les produits que vous avez sous les yeux, c'est toujours les mêmes. C'est-à-dire que l'angle de l'écran est le même sur tous les périphériques. La taille du rond est le même sur le bas de ton MacBook Air, et le même sur ton MacBook Pro, et le même sur ton trackpad. C'est à chaque fois la même chose. Et ça, c'est assez bluffant parce que avant qu'on te le fasse remarquer, tu t'en rends pas compte. Et une fois que tu l'as vu, tu fais « Ah mais mince, mais en fait, c'est toujours... » Le fameux nombre d'or d'Apple. Exactement. Et je vais vous donner une autre anecdote justement. Quand le Macintosh était fabriqué, on a fait des ébauches du boîtier du Macintosh pour Steve Jobs. Et en fait, on lui a apporté des rectangles, des carrés. Et il a pris l'ingénieur, il lui a dit un mot, ce fameux F-word, l'insulte qu'on ne va pas dire, mais il l'a emmené dans la rue, il lui a dit « Regarde les panneaux circulaires, regarde les coins, est-ce qu'ils sont carrés et tout ?» Ils sont revenus au bout d'une minute, il lui a dit « On en a trouvé 17 ». Donc arrête de faire des coins comme ça. Donc c'était aussi là que ça a trouvé son origine. Donc le MacBook Air, 1199 € avec la puce M4. Et il y a eu également, messieurs, le Mac Studio. Je vais continuer parce que je suis sur ma lancée. On fait peut-être une petite mini-pause sur la partie MacBook Air, puisqu'on l'a fait tout à l'heure sur la partie iPad Air versus iPad Pro. Le MacBook Air, c'est la même chose que le MacBook Pro chez Apple, ce que disait Seb tout à l'heure. Les différences majeures, elles vont être ici sur la puissance de la machine. Même si on a une puce M4, les vitesses de transfert ne sont pas les mêmes entre les puces M4, entre le MacBook Pro et le MacBook Air. Ça rajoute un petit peu de complexité, mais c'est important de le savoir. L'écran est totalement différent. Il y a un vrai sujet sur l'écran, sur la luminosité de l'écran. Moi, si j'ai changé mon M1 Max qui, comme je le dis et le répète à qui veut bien l'entendre, me suffisait parfaitement pour faire des vidéos dans tous les sens, etc. parce que cette puce est incroyable. Le M4 Pro, le M4 Max qui est sorti là, a un écran qui est plus lumineux que l'écran passé. Donc écran mat, écran plus lumineux, ça fait une différence de fou. Sur le MacBook Air, aujourd'hui, on a toujours un écran avec une luminosité de 500 nits, 500 candela. Ça veut donc dire que votre écran est moitié moins lumineux que votre iPhone. Il faut le garder à l'esprit, qu'un iPhone dernière génération qui est sorti. Si la luminosité et l'utilisation en extérieur est un sujet pour vous, ça peut être un sujet, un critère décisionnel important au-delà de juste le coût et la puissance. Si vous n'arrivez pas à voir ce qu'il y a sur l'écran, je pense que c'est peut-être à mettre en priorité. Il faut rappeler que toi, tu as le MacBook Pro full config qui ne peut pas être... Oui. C'est-à-dire 8 Tera et... 8 Tera, 128 Go de mémoire, ça fait compétition de kiki là, mais 8 Tera, 128 Go de mémoire, l'écran nano-texturé mat donc, et c'est tout, la M4 Max, la grosse M4 Max dedans. Et ça, c'est incroyable, en fait, au-delà de juste le canal la plus grosse, c'est réellement le sujet de ce qu'il y a aujourd'hui dans un MacBook Pro M4, c'est ce qu'il y a dans un serveur de calcul, un filer. Tu vas dans n'importe quelle entreprise aujourd'hui, il y a 128 Go de mémoire, il y a 8 Tera de SSD, tu ne les vois pas partout déjà. Et la puissance de calcul qu'il y a dans cette machine, c'est du niveau d'un serveur. Et c'est dans ton sac à dos,
avec toi en voyage au bord de la plage. Enfin, c'est ridicule. C'est Dans impressionnant. l'avion avec Locan. Quand j'explique à mes clients la différence fondamentale, parce qu'il y a beaucoup de clients qui avaient des MacBook Pro et qui, quand ils renouvellent, me disent qu'est-ce que vous me conseillez? Je prends le nouveau MacBook Pro. Je leur dis vous prenez un MacBook Air parce que je connais l'usage qu'ils font de leur appareil. Et certains se sentent presque insultés, c'est-à-dire comment ça, j'ai toujours eu un MacBook Pro, vous me faites passer sur un MacBook Air. Il faut savoir qu'en réalité, au-delà de toutes les caractéristiques tout à fait légitimes qu'a nommé Locan, ce qui est important de voir, c'est la tenue à la charge. C'est-à-dire que celui qui va bosser toute la journée sur son appareil pour faire du montage vidéo, pour faire de la retouche photo, pour faire de la programmation, le MacBook Pro, il tiendra ses capacités et ses compétences sans faillir, qu'il fasse chaud, qu'il fasse froid et que vous y travaillez 12 heures d'affilée dessus. Le MacBook Air, lui, il n'a pas de ventilateur, donc il peut faiblir un peu. Et comme un être humain qui n'aurait pas de bouteille d'eau quand il fait un marathon, si Locan part à Los Angeles avec le couteau et pas de bouteille d'eau, ben, il va courir les 42 km, mais rapidement, au bout du 10e kilomètre, il va devoir ralentir son rythme et voire finir en marchant pour se préserver, arriver au bout, parce qu'il va avoir mal à la tête, parce qu'il va avoir trop chaud. Donc, il va baisser de rythme. Alors que s'il prend un système d'hydratation augmenté éventuellement avec des poudres ou autres, légal, j'entends, et de l'Isostar ou autre, ça va lui permettre de maintenir sa température corporelle et donc de maintenir sa performance sur toute la durée. Et s'il est capable de courir à, admettons, 13 km/h, ce qui est déjà un bon rythme sur 40 km ou au-delà, bah, il pourra, avec un bon entraînement, arriver au bout de son marathon sans avoir eu de moment de faiblesse. Bah, c'est la même chose sur un MacBook Pro ou un MacBook Air. Donc, pour beaucoup d'utilisateurs qui ont une utilisation pérenne et quotidienne, mais pas intensive, le MacBook Air répond parfaitement. Et pour tous les autres, il y a le MacBook Pro. C'est un très bon sujet, la dissipation thermique. Du coup, tu vois, on voulait faire juste 2 trucs, mais c'est vrai que je l'oublie à chaque fois. Il y a 2 phrases que j'adore. La première, c'est que le MacBook Air est le seul ordinateur qui n'en souffle plus. Je vous laisse 2 minutes. Et le deuxième point, c'est qu'effectivement, il y a une notion de dissipation thermique, ce que partageait Seb juste à l'instant. Et le MacBook Air va avoir la capacité de dissiper la chaleur du processeur quand il travaille au maximum. Vous le surchargez de traitement photo, vidéo, ce que vous voulez. Le MacBook Air va avoir une capacité d'évacuation de cette température dans le châssis même, par conduction, dans le châssis même du MacBook Air pendant 5-10 minutes, peut-être un quart d'heure si vous êtes chanceux. Et au-delà, eh bien, en fait, le processeur est trop chaud. Le processeur ne peut refroidir que par conduction et pas par ventilation. Donc, il va ralentir pour permettre toujours d'évacuer cette température. Donc, si vous avez des tâches qui durent, moi je le présente comme ça en général, si vos tâches intenses dépassent les 10-15 minutes, mais on va dire 10 minutes, c'est plus un MacBook Air qu'il vous faut, c'est un MacBook Pro parce qu'il vous faudra un refroidissement actif de la machine. Ça, c'est un très bon tip pour ceux qui travaillent dessus. Je sais que dans tes vidéos, tu as un outil que j'utilise aussi qui s'appelle Handbrake, où tu le montres. En fait, c'est un outil très simple. Comme on dit au Québec. Allez. Est-ce qu'ils l'ont traduite au Québec? Ça serait génial. Ça s'appelle break à main, un frein à main. C'est vrai. Ouais. Alors qu'ils ont normalement une obligation au Québec de tout traduire en français. C'est assez rigolo de constater qu'ils utilisent parfois des mots en pensant que ce sont des mots français. Ah, c'est des génies. Un break à main. Je vais faire une digression totale. Vous savez quel est le titre de Chérie, j'ai rétréci les gosses au Québec? Alors, je connais pas le titre, mais je me doute bien que c'est pas les gosses, vu la signification québécoise du mot les gosses. Je l'ai pas, non. C'est Chérie, j'ai rétréci les enfants parce que les gosses au Québec, c'est les testicules. Voilà, exactement. pour le dire. Et vous savez comment on appelle un Happy Meal au Québec? Non. Un joyeux repas? Un merveilleux festin. Ah, c'est génial. C'est beau, il y a une certaine mignon, hein. poésie là-dedans. Je sais absolument plus ce que je voulais dire parce que tu m'as. On voulait sûrement partir sur les Mac Studio. Non, avec Handbrake, je disais qu'effectivement c'était un logiciel que toi tu utilisais pour montrer un peu la puissance, etc. Moi je me rappelle il y a quelques années, en fait c'est un petit logiciel pour convertir en MP4 vos vidéos. Pour convertir dans n'importe quel format un fichier vidéo. Vous avez un fichier vidéo dans un format, vous voulez le transformer dans un autre format, Handbrake. Et je voulais juste te dire à la base, que c'est surtout pour ripper des DVD sous la forme de films. Des fichiers vidéo dans un autre format. Et bref, quoi qu'il arrive, ce logiciel, il me laisse pas parler aujourd'hui. Pardon, vas-y. Non, mais vous êtes dissipé. La dernière fois, vous étiez dissipé, vous êtes toujours dissipé, mais c'est comme ça qu'on vous aime. J'utilisais ce logiciel il n'y a pas si longtemps sur d'anciens ordi qui étaient encore Mac, qui étaient encore Intel. Ça soufflait et c'est vrai que c'est une constante sur les puces M. Pas un bruit. Je crois que c'est jeune, moi, d'avoir entendu mon ordinateur ventiler. Alors que j'interviens sur un Intel. Handbrake de convertir un film pendant 20 minutes. Alors, si tu mets du Handbrake, par définition, il souffle. C'est justement mais pour ça Intel souffle pour rien. Intel, vous ouvrez Safari et ça souffle. Un Mac aujourd'hui, moi, c'est ça qui me surprend, c'est qu'un Mac aujourd'hui, si on laisse la configuration de base, il y a une autre application que moi j'utilise tout le temps qui s'appelle iStat Menu, dans laquelle on peut forcer des configurations pour les ventilateurs, pour que l'ordinateur soit jamais tiède, par exemple, si tu l'as souvent sur les genoux. Et pour augmenter la durée de vie de la puce aussi.
Donc si tu n'as pas modifié la configuration des ventilateurs de ton ordinateur, configuration d'usine, même un export de photos dans Lightroom ou un export de vidéo, c'est sûr, ne fait pas du tout souffler ou brancher la machine. C'est impressionnant. Un export de photos, il faut vraiment qu'il y en ait beaucoup et que ça dure longtemps pour que la machine commence à légèrement ruminer, souffler tranquillement. Handbrake, par contre, évidemment, à chaque fois qu'on le lance, le but du jeu, c'est de stress tester. Stress TT. C'est de stress tester les bécanes. Donc, dès qu'on le lance sur un encodage un petit peu long, par définition, les ventilos s'emballent. Mais si on va conclure avec Ce qui le est pas Mac cher. Oui. Studio. L'eau ferrugineuse. Je prends, elle est pas mal. Si vous l'avez chez vous, bravo. On va finir avec le Mac Studio qui a été lui aussi upgradé. Ça faisait un petit moment qu'on se disait, tiens, le Mac Studio, il est toujours avec ses puces M1 Max. Il n'est pas passé sous M2, si je dis pas de bêtises. Et là, paf, alors... J'aurais bien dit, on passe sous les puces M4 Max et M4 Ultra, mais on passe sur la M4 Max et c'est la M3 Ultra. Ouais. Ça, peux-tu nous expliquer en moins de 73 minutes la distinction et comment s'y retrouver? En moins de 73 secondes. Alors, je suis surpris parce que tu m'as donné la parole sur les studios, alors que ça aurait peut-être été plus le biz de mon ami Locan, et inversement, il a entamé sur le MacBook, mais c'est ça qui est génial, c'est qu'on est là pour échanger. Alors, moi, le Mac Studio, rappelons ce que c'est. C'est une sorte de Mac mini aux stéroïdes. C'est un ordinateur de bureau auquel vous pouvez adjoindre un écran externe, Apple par exemple, et qui vous permet d'avoir une configuration relativement musclée. Comme tu l'as dit, elle existait en M1, puis elle est passée au M3. Elle est d'ailleurs, assez étrangement, elle était aussi bien dotée que le Mac Pro. Sujet dont on reparlera éventuellement. Il existe encore le Mac Pro, Il existe encore, la fameuse râpe à fromage, qui est très beau d'ailleurs. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que là, Apple a upgradé cette machine en mettant, elle a augmenté les capacités en mettant d'un côté une puce, il ne faut pas se tromper, M4 Max, qui est le top de ce que propose aujourd'hui Apple sur sa dernière puce silicone. Et de l'autre côté, une deuxième config avec du M3 Ultra. Alors rappelons ce que c'est. Un M4 Max, c'est un processeur classique de M4. On a M4, M4 Pro, M4 Max. C'est-à-dire que ça monte crescendo par le nombre de cœurs et autres. Et quand on parle de puce Ultra, on rejoint deux processeurs existants avec un pont très rapide qui permet de les relier. Alors, il y a deux choses intéressantes à voir. Pour rester sur les 73 secondes, je me dépêche. Le premier, c'est qu'il n'y a pas de M4 Ultra à ce jour et qu'a priori, mais pourquoi, il n'y en aura Sébastien, pas. il n'y a pas de M4 Ultra? Parce que, pour l'instant, Apple, semble-t-il, n'a pas souhaité intégrer ce fameux pont qui permet de les joindre. Or, méfions-nous, car il n'y avait pas sur aucune photo à l'époque, les photos officielles sur lesquelles communique Apple de ces processeurs, il n'y avait pas de trace de ce connecteur sur les M3. Or, ils ont sorti un M3 Ultra. Ce qui veut dire qu'en fait, ils ont caché sur les photos cette possibilité de créer un Ultra à partir des M3. Donc, peut-être qu'il n'y aura pas de M4 Ultra, on s'en mêle un peu les pinceaux. Peut-être que oui. Moi, je penche plus pour le fait de dire, voilà, ceux qui veulent la dernière machine qui ont de la tâche plutôt monoprocesseur. Ça rejoint exactement ce que décrivait tout à l'heure Locan. C'est-à-dire quand vous travaillez avec des applications qui ne sont pas massivement parallélisées. Un Photoshop, il n'est pas très doué sur le multicœur. C'est une application qui a 30 ans passé, qui est écrite à la fois pour le Mac et le PC. C'est pas le must. Là, le monocœur, entre guillemets, il va cartonner. Exactement, Elon Musk. Et de l'autre côté, si vous utilisez des applications qui tirent profit massivement des architectures parallélisées, alors effectivement, le M3 Ultra va donner toute sa puissance. C'est le cas par exemple de Pixelmator, qui était une application indépendante, qui est devenue une application propriété d'Apple, mais qui reste sous l'appellation Team Pixelmator. Donc toutes ces applications, mais là, je pense que ceux qui savent, le fameux ceux qui savent, c'est-à-dire que les professionnels à qui se destinent, ou en tout cas les pro-am, professionnels et amateurs à qui se destine ce type de machine, sauront choisir la bonne chose. Et là, je passe la parole à Locan. Qu'est-ce que c'est les pro-am, les pro Pro-am, jambon? c'est professionnels et amateurs, c'est-à-dire les amateurs très éclairés. Les amateurs enthousiastes. Voilà, exactement. C'est juste pour faire ma blague, les professionnels du jambon, mais allez-y. Ah oui, mais en fait, on avait dit qu'on faisait plus d'anglicisme, donc moi j'ai essayé de switcher au Oui, maximum. mais avec de l'humour, le programme, et puis ça peut passer. Ça peut passer. Avec un peu de Après, jambon. on en a pas mal parlé sur cette vidéo des anglicismes, etc. Parce que, et c'est super important de le faire, ce qu'on vous dit à chaque conclusion de podcast, de nous faire un retour sur ce que vous avez pensé de l'épisode. On a eu des retours comme quoi je faisais beaucoup d'anglicisme, ce qui est très vrai. Beaucoup que je peux enlever, chose que j'essaye de faire aujourd'hui. D'autres ne bougeront pas parce qu'en Tu ne fait, peux pas. l'informatique est prévue en anglais. Donc en fait, il y a des technologies comme la technologie Ultra Fusion qui permet de connecter les deux puces M3 ensemble.
Et bien, cette technologie Ultra Fusion, elle n'est pas française, si vous voulez le prononcer. MagSafe, je suis désolé, c'est pas un aimant fiable. Ça n'a aucun sens. Ou l'hyperthreading, peut-être, tu pourrais nous traduire. L'hyperthreading, ouais, laisse-moi 2 secondes. Le fameux Mac Livre. Ouais. MacLivre. Un Mac Livre Pro ou un Mac Livre léger, comme l'air? Si on devait traduire tous les anglicismes ça serait qu'on a dans la vie, AirDrop, les bon technologies fin comme de ça. semaine. Ben, c'est le dernier téléphone Internet que nous avons. Mais Téléphone intelligent. Ouais. Dernier fait. téléphone intelligent. La partie parallélisation, je sais pas trop sur quoi je rebondis par rapport à ce qu'a dit Seb, donc si tu veux me relancer sur un autre truc après, n'hésite pas, mais je vais revenir sur la partie parallélisation, et on va aujourd'hui dans ce podcast donner une exclusivité qu'apparemment, je vais te laisser Seb parler, voir s'il Oula. l'avait, mais il ne l'a pas. Attends, jingle, C'est du très, jingle très lourd. exclu. C'est du très très lourd parce que je ne l'ai vu nulle part. Je Oh là voulais là. être le premier à en parler dans ma petite vidéo. Mettez des bandeaux exclusifs. Là. Apple ne fera des puces Ultra que sur les générations Ampère. Une génération Ah. sur 2 aura une puce Ultra. Pas les générations Pair. Ok. Pour l'instant, c'est les plans. Donc il n'y aura jamais de M4 Ultra, mais on aura une M5 Ultra. Pour la raison de ce connecteur, très justement dit par Seb tout à l'heure, la partie Ultra Fusion qui était masquée sur les photos de l'M3, et donc à l'époque, même moi j'avais dit non mais la M3 ne sait pas faire une Ultra, donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de mise à jour sur le Mac Studio, on aura une M4 Ultra. Non, on aura des Ultra que sur les générations Ampère, donc M3, M1, M3, M5, parce que ce sont des puces qui demandent beaucoup plus de calcul et de développement. Il ne suffit pas juste de coller 2 puces M ensemble pour que ça fonctionne. Il y a beaucoup d'interaction entre les 2 parties de la puce. C'est plus comme on faisait à l'époque. Les plus anciens s'en souviennent. Petit clin d'œil à Seb. On avait des Mac Pro à l'époque avec 2 processeurs T'as à mangé une l'intérieur. balle perdue là. Ça n'existe plus les biprocesseurs aujourd'hui. Donc pour que la puce Ultra se comporte comme une seule et unique puce, il est très important de bien travailler là-dessus. J'ai des petits détails techniques alors que je misclique. Celui-là, il est cadeau, c'est pour vous. La puce M4 Max, on a... ce qui est très important, c'est la bande passante mémoire. Quand vous êtes un professionnel... Qu'est-ce que c'est la bande Et passante? Mais dis donc, Père Castor, raconte-nous. Quand vous êtes un professionnel, c'est très bien d'avoir beaucoup de mémoire sur votre ordinateur, c'est très bien d'avoir beaucoup de stockage sur votre ordinateur, c'est très bien d'avoir une très grosse capacité de calcul, mais si vous devez acheminer les informations vers le processeur qui doit les calculer avec un petit train qui avance à 2 à l'heure, ça ne fonctionne pas. Donc la vitesse de bande passante mémoire, ce qui était, je ne veux pas dire de bêtises, je me tourne vers Seb, la vitesse de bus à l'époque, c'est ça, c'était la même chose. La vitesse de bande passante mémoire est super importante pour que on amène autant d'informations que possible au processeur qui ensuite les traite avec ses propres capacités. Sur la puce M4 Max, on a 410 gigaoctets de bande passante mémoire, ce qui est colossal par seconde. C'est-à-dire que chaque seconde, le processeur est en capacité de prendre dans les gencives 410 gigas de données envoyées par la mémoire. C'est incroyable. La puce M3 Ultra est à 819 gigaoctets, presque 1 Tera de données par seconde. Et c'est ça qui fait une puce professionnelle et c'est ça qui permet ce multithreading qu'on évoquait précédemment. C'est justement la capacité de la puce à gérer plusieurs choses en parallèle. Les puces M4 Max et les puces M3 Ultra qui sont dans ce Mac Studio aujourd'hui. La M4 Max de base a un processeur avec 14 cœurs. La M4 Max boostée, entre guillemets, a un processeur avec 16 cœurs. Je parle que de CPU, ce qu'on appelle le processeur principal, celui qui calcule réellement. Le GPU, le processeur graphique, est là plus pour de l'affichage et pour du calcul de données un petit peu plus lourdes. Il y a une métaphore que je trouve géniale, alors que je me rends compte que cette phrase est beaucoup trop longue, c'est qu'il faut voir le CPU comme un jet ski, quelque chose qui va très vite, qui change de direction très rapidement, mais qui transporte peu de choses. Le GPU, c'est un super tanker qui va être en capacité de bouger doucement, mais de bouger énormément de choses à chaque fois. M4 Max 14 cœurs et 16 cœurs, la M3 Ultra a 28 cœurs et 32 cœurs. Donc ça veut dire qu'à chaque fois on fait un double parce que réellement on double toutes ces données. Mais si vous avez des applications qui ne sont pas bien développées, qui ne savent pas gérer la parallélisation des choses qu'on évoquait précédemment, ça ne vous sert à rien d'avoir un M3 Ultra versus un M4 Max ou même un M4 tout court. Et donc encore une fois, l'usage est super important. Merci Locad pour toutes ces précisions, messieurs. On en est à 50 minutes, on est bien loin de nos 20 minutes espérées. J'ai une dernière question à vous poser et une fois n'est pas coutume aujourd'hui, je vais parler de mon expérience personnelle. J'avais il y a quelque temps un Mac Studio M1 Max. J'ai changé pour, dans un premier temps, un MacBook Air M3. Je faisais les vidéos avec, mais du vidéo format court. Et je suis passé sur un Mac Mini.
le Mac Studio M1 Max était déjà extrêmement puissant. Aujourd'hui, à qui elle s'adresse cette machine? Locan, tu m'as un petit peu embrayé, tu m'as déblayé le chemin pour répondre à cette question. Mais à qui ça s'adresse vraiment? On s'adresse à du professionnel plus. Le Mac Studio Oui. À 2000%, bien sûr. Le Mac Studio, c'est... aujourd'hui, je suis dans l'incapacité dans mes tests de pouvoir proposer un De la mettre en défaut. comparatif avec le Mac Studio. C'est-à-dire que, et avec le Mac Studio M1 Ultra déjà, c'est-à-dire que la machine est tellement puissante que peu importe ce qu'on lui jette, elle s'en fiche. Et à mon niveau, c'est-à-dire que c'est une machine qui est prévue. J'aime bien la formulation d'Apple sur la page du Mac Studio, c'est qu'elle est prévue pour Apple Intelligence. Elles ne disent pas qu'elle fait tourner Apple Intelligence. Elle est prévue pour Apple Intelligence. Elle est prévue pour les développeurs qui vont avoir besoin de faire tourner des modèles pour calculer comment leurs applications fonctionnent sur Apple Intelligence. C'est un tout autre ordre, c'est un serveur en fait, c'est une base de calcul qui tient sur votre bureau. C'est prévu réellement pour les gens qui ont besoin de compiler, de calculer, de développer des choses parce que c'est beaucoup trop puissant. Même pour de la vidéo, c'est colossal en fait. Seb, tu as des clients toi qui en ont? J'ai très très peu de clients qui utilisent des Mac Studio, mais ça va être des studios d'enregistrement audio. Voilà, typiquement, quand vous avez besoin d'avoir du multipiste et de traiter tout ça à temps réel, c'est une très bonne machine. Vous allez avoir des monteurs vidéo et des développeurs. C'est exactement les profils que soulignait Locan. Voilà. Donc, ça ne s'adresse pas vous ne mettez pas ça sous la télévision avec Plex pour regarder vos films. Ou alors, c'est que vous êtes fan. J'ai quelques clients qui, des fois, s'achètent des trucs. Voilà, mais c'est de la même manière que si vous dites, je me suis acheté vous ne savez pas quoi faire de votre argent. Une Lamborghini Terracan pour aller amener les enfants à l'école. Bon, vous ne mettrez pas beaucoup d'enfants, il faudra en avoir qu'un. Ou alors faire des allers-retours, évidemment, rapidement, s'ils doivent tous être à la même heure à l'école. Vous faites un tandem de Porsche. Vous mettez les voitures en série les unes après les autres. Exactement. Mais tu vois, par exemple, la partie puce, la M3 Ultra n'existe que avec 96 Go de mémoire unifiée au minimum. C'est-à-dire que tu ne peux pas avoir une puce, elle est tellement puissante et il faut tellement engloutir de données dans cette puce qu'elle n'existe pas en dessous de 96 Go de mémoire. Donc, même si tu voulais une petite version, même si tu te dis, bon, la mémoire, moi, j'en ai pas trop besoin, bon, ben, il y a 96 et 256 Go. Si tu prends la M3 Ultra, la grosse, pareil, c'est 512 Go de mémoire unifiée. C'est une option juste pour la mémoire à 5000 balles. Ce que tu disais tout à l'heure sur les vitesses de bus où tu étais surpris, Brice, c'était sur la puce elle-même. Quand on relie deux puces pour faire une Ultra, on parle en téraoctets par seconde, le bus d'échange. Donc, c'est colossal. Il est d'ailleurs pas du tout saturé. Apple pourrait éventuellement envisager de faire la même chose sur les quatre côtés de la puce et faire du nanolith de puce. Et ça permettrait éventuellement d'avoir des machines folles. C'est peut-être d'ailleurs pour ça qu'Apple n'a pas renouvelé le Mac Pro et attend éventuellement la sortie d'un M5 pour pouvoir proposer des MacBook Pro M5, puis des MacBook Air M5 éventuellement, mais surtout un Mac Pro M5 Ultra. Parce qu'aujourd'hui, quel est l'intérêt pour un acheteur professionnel d'aller s'acheter un Mac Pro? Il prend de la place, il est très cher, et finalement, il ne propose pas grand-chose de plus, à part des baies d'extension, que ne propose déjà sur le plan purement intrinsèque le Mac Studio. Donc, il est important pour Apple de dire, OK, on a une gamme, ils ont toujours eu une gamme assez bien fichue, et le seul endroit où ça bloque, c'est sur le haut du panier, où vous vous dites, ouais, bon, quand même, il est très très cher le Mac Pro, et mis à part le format tour et autres, qui peut d'ailleurs être un handicap parfois sur un bureau ou dans une petite pièce par rapport à un studio qui lui prend très peu de place, il faut qu'Apple reparte de plus belle et propose quelque chose. Voilà. Comme maintenant, on n'a plus un seul super processeur Apple qui était le M1, mais qu'on en a bientôt 5, plus toutes ces déclinaisons, ça va leur permettre d'offrir une gamme vraiment très vaste et segmentée. Ça, c'est important de garder la segmentation pour que les gens s'y retrouvent. C'est ce que tu disais au tout début. C'est pour ça il y a déjà... je ne sais plus, 5 ou 6 jours, je crois, quand on a commencé ce podcast. Absolument. C'est justement pour ça qu'on avait des rumeurs aussi de puces M4 extrême. Au-delà de l'Ultra, il y a une rumeur que je relance dès que je peux aussi, d'une puce Ultra ça qui serait... faire des incantations, Locan. C'est-à-dire Exactement. qu'en le répétant, peut-être que Peut-être Tim, si tu nous écoutes... Soirée on en Ouija veut, chez Locan bientôt. Peut-être qu'il y aura un jour une puce de la même manière qu'on a associé deux puces M4 Max, de la M3 Max, de la même manière qu'on a associé des puces Max pour faire une Ultra, peut-être qu'on pourra associer des Ultra pour faire une fusion, une extrême. Plus qu'une fusion. Et à ce moment-là, ça deviendra super intéressant. On parlait il y a 2 secondes de vitesse de bande passante mémoire. Donc, je vous disais que la M4 Max, elle a 410 Go de bande passante, la M3 Ultra 800, donc grosso merdo 400 et 800. Le MacBook Air, qui est tout mignon, 120.
Donc, ça a fait une vraie grosse différence sur les calculs, mais encore une fois, comme disait Seb, on est très loin de saturer ça. C'est juste de la capacité pour faire passer de la donnée qui est assez intéressante. Toujours est-il qu'aujourd'hui, la gamme avec sortir du M3 Ultra après avoir annoncé le M4 Max, c'est quand même pas heureux d'un point de vue communication et marketing, et beaucoup de personnes seraient en droit de se sentir surprises de l'arrivée de cette puce M3, parce qu'on a une puce M3, on en parlait tout à l'heure avec les vitesses des cœurs principaux. La puce M3 en simple cœur est plus lente que la puce M4, et il y a une vraie grosse différence entre les deux. Elle a beaucoup plus de cœurs, donc elle compense sur les applications pro, mais sur des usages d'applications normales, elle sera plus lente que la M4 Max. Et pourquoi ? Juste parce que c'est inhérent au fait que c'est une puce de génération précédente. Point. Donc Après, il aurait fallu sortir la M3 Ultra en même temps que la M3 Moi, je pense Max. que Apple sort OK. aussi cette machine, peut-être parce qu'il y a une demande de certains clients. Bien Ça sûr. reste des machines de niche quand même. Et donc, s'il y a des gens qui font du calcul massivement parallèle, du serveur ou autre, ça peut être intéressant pour eux. On sait qu'il y a des liens avec Pixar, avec beaucoup de studios. Et donc, ces gens-là peuvent avoir des applications qui sont très bien optimisées pour les puces ultra. Et donc, pour eux, ça peut être très intéressant. Et comme vous les produisez en quelques milliers d'exemplaires pour un certain type de clients, ça ne vous coûte pas plus cher de dire ils sont disponibles, ils existent. On les vendra peut-être à un nombre restreint de monsieur et madame tout le monde, professionnels j'entends, mais en tout cas, c'est bienvenu de la part d'Apple de montrer l'étendue de ses capacités. Ça rejoint ce qu'on a dit à l'épisode précédent sur le modem C1. Voilà, Apple, petit à petit, est en train de reprendre à l'intérieur de ses murs tout ce qu'il laissait aux autres. Et ça n'est que mieux pour leur développement. Quand vous devez compter sur les autres, vous le savez bien tous les deux, quand vous devez compter sur les autres pour avancer, non, mais on le sait tous, quand on attend, pas du tout, mais c'était une vanne, mais ce que je veux dire, c'est que quand on compte sur les autres, eh bien, on est tributaire du plus petit dénominateur commun. Si vous dites on va faire un raid, et puis c'est un raid où il faut qu'on parte tous ensemble et qu'on arrive tous ensemble, si on va se coller, si je puis dire, à notre camarade Locan pour Los Angeles au marathon, et qui dit on part main dans la main, on passera la ligne ensemble, il se coupe deux jambes parce qu'on n'est pas préparé, ni Brice ni moi, au même niveau que lui. Bon, je suis un peu mieux préparé que toi. Hein. C'est vrai, c'est vrai. Mais ce que je veux dire par là, c'est que à partir du moment où vous dites, OK, on développe tout nous-mêmes et on fait en sorte d'aller vers un but qui est de rendre les machines les plus performantes possibles, chacune dans leur domaine, bah, vous mettez tous les atouts de votre côté. À partir du moment où il y a une espèce de pièce rapportée qui, elle, est faite pour tous les autres, bah, vous allez, à un moment donné, avoir un petit truc qui traîne. Voilà. Et en parlant de... Quand je vous écoute parler, en fait, je pense à une réflexion de notre ancien boss, Pascal, à qui on passe un bonjour chaleureux, qui me disait souvent, en fait, on vit quand même une période assez extraordinaire en termes d'évolution technologique. Quand je vous entends parler de tous ces terras, ces gigas par seconde, et je t'en avais parlé lors du dernier épisode, Sébastien, on est bien loin, mais finalement pas si loin dans le temps de ce Mac où il y avait 128 kilo-octets de mémoire vive. Et d'ailleurs, on passe un petit appel à témoins. Si vous êtes un professionnel et que vous utilisez, je regarde la caméra, une machine extrêmement puissante, ça nous ferait très plaisir de vous recevoir pour justement que vous nous parliez de votre métier, un petit peu de tout ça. Messieurs, on était parti sur 20 minutes, on est à 58, on va faire notre petite heure... C'est pas non plus... Non, ça va par rapport à... Je pense qu'il faut qu'on la vie arrête de se l'univers. dire qu'on fera des podcasts de 20 minutes parce qu'on ne les fait jamais. Avec Seb, ça sera impossible à mon avis. Mais même pas, regarde, enfin, j'ai pas la sensation qu'on puisse raboter 40 minutes dans ce podcast où on a fait n'importe quoi. Il y a, à part Il y a au début énormément de détails. C'est peut-être un des meilleurs Sur la mode étant podcasts au podcast français. qui dure 3 heures, on est dans du court-métrage. On est dans Bref. monté avec Final Cut. Mais effectivement, après, on se fait des petites blagounettes. Mais je pense que d'ailleurs, si un jour on doit renommer ce podcast, je l'avais déjà évoqué, je pense qu'on l'appellera à balle réelle. Ça sera, ou balle perdue, éventuellement, ça serait pas mal. Bref, messieurs, merci. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à ajouter tant qu'on y est ? Merci aux auditeurs. Merci aux auditeurs, mais bien sûr, je le disais au début de l'épisode qu'il y avait pas mal de gens qui écoutaient sans même qu'on en fasse la promotion. Vous pouvez nous suivre sur les réseaux Vous pouvez sociaux. surtout dire en commentaire ce qui vous a plu, quel est parmi les 4 produits qu'on a évoqués aujourd'hui, quel est le produit qui pour vous est le plus intéressant / important et qu'est-ce que vous allez en faire si vous pouviez l'avoir. / tu voulais dire barre verticale orientée de la droite vers la gauche. Exactement. En appuyant sur la touche 2 points. Mais de toute façon, ce qu'on dit aux gens, laissez-nous des commentaires, ça porte ses fruits parce qu'il y a quelques temps, on n'en avait pas. On commence à en avoir un petit peu, mais il faut quand même avoir l'esprit qu'un podcast, une communauté, ça se construit au fil du temps. On en est à 36 épisodes. C'est pas non plus énormissime. On essaye d'en faire
régulièrement. On fera quelque chose de gros quand on arrivera au 50e, au 100e. Et on a Et surtout de aujourd'hui... gros le mois prochain avec Apple Intelligence. Et alors, on va se revoir dans très peu de temps, messieurs. On va enregistrer 2 épisodes sur Apple Intelligence. On avait parlé, et même sur un épisode spécial Lassie, pas le chien, les disques durs. Ouais. Mais oui, effectivement. Le vont temps être contents de de l'entendre. laisser Locan tester ce petit physique un peu chétif. Un peu Et chétif, puis oui. voilà. Il va à la musculation qu'une fois par jour. C'est nul. Ça va. Donc, oui, 8 heures, mais on te bon. souhaite un bon marathon, Locan. Quand Merci on reviendra, beaucoup. tu auras 42 Ans km Ah dans non, les pardon. guibolles en plus. En plus, 42 de plus. Oui, ça va Bah, piquer. écoute, Ça va piquer, mais l'idée, c'est de le faire en mode détente. Donc, pareil, ça fera un retour assez sympa de voir comment se comporte C'est-à-dire, bon, sous les 2 heures, mais pas moins. tranquille. Non, ouais, Locan le Kenyan. Mais est-ce que tu as quelqu'un qui vient avec toi aux États-Unis pour. Tu vas le faire vivre sur les réseaux, mais forcément, quand tu cours, tu ne peux pas le faire. Alors, il y a des gens sur Instagram, je vois, qui courent avec des perches à selfie. Si vous nous écoutez, ben, mourrez, voilà. Mais je comprends pas ce délire. Mais j'ai une GoPro quand je cours. Alors, j'ai plus une GoPro maintenant. J'ai une DJI Action 5 au bout d'un petit bâton tout simple. Alors, c'est pas une perche à selfie, mais peut-être que je la prendrai cette fois-ci parce que justement, en début de marathon, tu as un plan super sympa où on est 25 000 à Los Angeles quand même. Donc, tu as une marée humaine devant et derrière toi. Ça peut être assez fun de faire cette photo / vidéo, barre oblique vers la droite. Mais effectivement, j'enregistre et je filme quand je cours, histoire de pouvoir proposer après ce marathon 2 vidéos, une sur le marathon lui-même et les challenges et est-ce que j'ai assez bu, est-ce que j'ai surchauffé comme un MacBook Air ou pas, et la deuxième qui sera la préparation marathon où rétrospectivement on verra comment on se prépare mal, spoiler, pour un marathon à Los Angeles en 6 semaines. Bon, bah écoute, c'est quoi ton temps actuellement, marathon? C'est un petit 3h20. Ça va, c'est honorable. Pour un mec qui fait 90 kilos, c'est très très bien. Bah écoute, on suivra ça. On retrouve toutes tes aventures évidemment sur ton site, sur YouTube. Ouais, il y a Et les sur liens dans la Instagram. description. Vous Instagram, il y a inquiétez pas. souvent, il y a environ, moi je regarde le soir ou tous les 2 jours, il y a 12 stories, il faut regarder, il y a du Apple, il y a du lifestyle, il y a un petit peu plein de choses. C'est les aventures de Locan en fait, c'est un espèce de grand livre où il y a plein de chapitres. Et là, vous allez avoir Locan en Amérique. Locan en Amérique, Vivement Locan au Congo. Locan au Congo, J'ai fait Locan au Sénégal. Locan sur la Lune, peut-être bientôt. Ah putain. Et Sébastien, toi, les formations, tu nous disais la dernière fois que tu avais des petites formations pas piquées des hannetons qui arrivaient, et puis tu peaufines. Alors, et je évite dis- d'utiliser des expressions de trop de jeunes, parce Ouais, que on ça, a les déjà gens fait ne cette suivent blague pas. dans le podcast précédent. Mais moi, Non, j'aime on a beaucoup eu cette des expression. belles formations pour le mois de février. On en a plein qui ont débuté déjà pour le mois de mars, puisqu'on a débuté en début de semaine. Ce matin, il y avait une formation sur Apple Invitation. Alors, j'invite, c'est le cas de le dire, nos auditeurs à s'intéresser à cette application. Et c'est très sympa. C'est rare qu'Apple sorte des nouvelles applications. Elle est sortie exclusivement pour l'iPhone. Et elle est multiplateforme, c'est-à-dire qu'on peut inviter des gens sur n'importe quel appareil, des PC, des appareils Android, des Mac, des tablettes et n'importe. Et c'est vraiment bien fichu, c'est très sympa et ça permet, soit pour une cousinade, soit pour une réunion d'un club de sport, soit pour de l'associatif, soit pour n'importe quoi, un repas entre copains, d'inviter tout le monde avec une jolie pochette d'invitation, savoir qui vient, où c'est, la météo qu'il fera, ce qu'il faut amener, les remarques des uns et des autres. Très sympa, Apple Invitation, dispo gratuitement sur l'App Store. Bah écoute, merci beaucoup. On va sur cec.fr pour retrouver toutes tes formations. Et je me suis laissé dire, je me suis autorisé à penser qu'on fera du contenu Apple Intelligence tous les deux et qu'il y aura beaucoup de choses à retrouver sur YouTube dès le mois d'avril. Merci Trop messieurs, bien. merci Merci à tous de nous avoir écoutés, même si vous êtes arrivés au bout de ces 1h03, mais vous êtes, comme on l'a dit, une audience qualifiée et on vous aime énormément, sauf si vous Merci courez beaucoup. avec une perche à selfie. Merci Locan d'avoir été avec nous, merci Sébastien, Avec grand merci à plaisir. tous, Merci on à se tous. retrouve pour le prochain épisode. Ciao ciao.